bonjour ou bonsoir selon la partie du globe là où vous allez être actuellement et nous suivre. Je suis Viviane Sinan et c'est un réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Eric Ngabonziza ce soir dans le cadre des causeries de ce mois de février que nous avons initié. On a eu déjà une rencontre avec Monsieur Diallo Lamine. Et aujourd'hui, donc, je reçois M. Ngabonziza qui va partager son expérience, son parcours d'immigrant, mais également, on va partager avec lui sur le mois de février qui est dédié à l'histoire des peuples noirs au Canada. Alors, bonsoir, M. Ngabonziza. Bonsoir tout le monde et merci de m'avoir invité sur cette plateforme. Merci. Ça fait plaisir, c'est un honneur de vous recevoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à la communauté de Connecter au succès? Qui est Monsieur Eric Ngabonziza? Comme vous l'avez mentionné, je m'appelle Eric Ngabonziza et je suis canadien, mais d'origine africaine, plus précisément au Rwanda, en Afrique de l'Est. Et je suis ici au Canada. La première fois que je suis venu au Canada, c'était en 2004 que j'ai immigré au Canada. J'ai fait toutes mes études en Afrique, donc dans mon continent, et j'ai jusqu'au niveau de masters. Donc, Mhm. je suis informaticien et j'exerce ce métier, ça fait déjà 25 ans. Mhm. Merci. Super, merci Monsieur Ngabonziza. Donc, vous êtes africain, né au Rwanda, là où vous avez fait principalement tout votre parcours et vous êtes arrivé au Canada pour la première fois en 2004. Alors, donc Rwanda, quand j'entends parler du Rwanda, je pense au président Paul Kagame, je pense malheureusement au génocide de 1994. Alors, vous arrivez au Canada en 2004. Ça veut dire qu'avant 2004, vous étiez au Rwanda. Non, en fait, mon, ma, disons, mes études, je ne les ai pas fait seulement au Rwanda. Mhm. Et j'ai fait seulement jusqu'à l'école secondaire, disons, ce que vous appelez bac. OK, Et oui. puis après, les universités, je les ai fait dans différents pays. Mhm. J'ai fait un BTS en électronique au Bénin. Mhm. J'ai fait un ingénieur en réseau télécom en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai fait un master's degree en computer science en Afrique du Sud. Donc, c'est de l'Afrique du Sud que je suis venu au Canada, que j'ai immigré au Oh, Canada. super. Donc, je vois que M. Ngaboziza connaît plusieurs pays de l'Afrique en dehors du Rwanda. Il a fait le Bénin, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire globalement de ces expériences dans ces pays-là? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Ah oui, bon, c'est pas seulement les pays en Afrique que j'ai Africain. fait. Mhm. Oui, j'ai fait en Afrique au moins 13 pays, Mhm. mais ce que j'ai gagné, plus vous voyagez, plus vous côtoyez ou bien vous, vous rencontrez les gens de différentes mentalités, ça forme. Parce Mhm. que par défaut, ce que j'ai remarqué, même moi aussi, y compris, lorsque vous n'avez pas encore quitté chez vous, vous croyez que tout est bon chez vous, ailleurs, il n'y a rien de bon. Mhm. Mais plus vous voyagez, plus vous rencontrez les gens qui vous apprennent comment mieux faire ce que vous croyez que c'était pas bon. Mhm. Et donc, moi, c'est vraiment, j'ai eu l'avantage de côtoyer plusieurs mentalités, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Afrique du Sud. Et ça a renforcé mon caractère de Mhm. façon que ça m'a aidé à devenir flexible. Ça donne la flexibilité parce que vous avez déjà côtoyé plusieurs mentalités et puis vous pouvez vous adapter n'importe où vous êtes. Mhm. Merci.
Oh, super. En tout cas, c'est un bel exemple, c'est une belle expérience que d'avoir la chance de voyager dans plusieurs pays, de rencontrer des personnes de mentalités diverses, de cultures diverses, qui ont diverses expériences et donc qui peuvent vous aider à grandir, comme vous avez dit, qui peuvent vous aider à forger votre personnalité. Alors, j'imagine que avec tout ce parcours-là, vous avez été à l'extérieur de votre terre natale pendant de longues années et certainement pendant la période de la crise qui a endeuillé plusieurs familles, vous étiez certainement en dehors de votre pays. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Non, j'étais au pays. Oh, vous étiez au pays pendant la crise. Oui. Oh là. Oui. Alors, racontez-nous un peu. Pas, je ne veux pas réveiller les vieilles choses, mais je veux juste savoir comment vous Non, avez ce que je fait peux dire pour... Mhm. brièvement, c'était pas facile. Donc, je pense que c'est J'imagine. ce que je peux dire. Oui, c'est pas facile. Donc, je Mhm. pense que c'est ce que je peux dire seulement. Merci. OK, merci. Alors, quand vous arrivez au Canada en 2004, quelles sont vos premières impressions? Qu'est-ce que vous constatez premièrement? Ouais, moi, ce que je peux dire aux autres personnes qui ne sont pas encore arrivées, peut-être qui planifient d'y arriver, comme on dit, il ne suffit pas d'y arriver. Donc, si on disait, si il fallait, si c'était à refaire, je pense que j'allais me planifier, me programmer et puis, d'abord, il faut s'éduquer, savoir où je vais aller, comment, au fait, comment ça se passe là-bas. Il suffit pas seulement de se fier de ce que les gens ont dit, parce que souvent, oui, ça se fait des illusions en croire que tout est beau, tout est facile. Oui, il y a toujours des choses, il y a les imprévus. Donc, au moins, s'éduquer, c'est très important. Et lorsque vous arrivez ici, vous rencontrez la réalité. Et souvent, comme on dit, la vie, c'est sens unique. Donc, c'est pas comme on dit, quand on va faire un examen, on vous donne la feuille originale et puis on vous donne une feuille de brouillon. La vie, c'est pas une feuille de brouillon. Quand vous faites des examens, vous écrivez sur une feuille de brouillon et si vous êtes sûr, c'est là où vous mettez sur la feuille originale que vous devez rendre. Donc, en gros, ou bien en résumé, il faut vraiment s'éduquer et se préparer en conséquence. Il ne suffit pas d'y arriver. Merci. Merci, Monsieur Ngamoziza. De ce que j'entends, de ce que vous dites, euh, il semble qu'il y ait peut-être des expériences, des choses que vous avez vécues qui vous ont vraiment marqué parce que ce n'était pas forcément comme vous vous attendiez. Est-ce que vous pouvez nous donner juste peut-être une ou deux anecdotes qui vont permettre aux gens de se faire une idée claire de ce que ça peut être, comme le Souvent, choc culturel ou bien le changement? Mhm. mhm. Quand moi je suis venu au Canada, en fait, c'est pas ici que j'ai commencé ma carrière professionnelle, je l'avais commencé en Afrique. Et maintenant, comme vous le savez, en Afrique, si vous avez une carrière où vous êtes déjà cadre, vous croyez que arriver à destination, vous serez toujours comme cadre. C'est pas évident parce que lorsque vous arrivez quelque part, il faut d'abord savoir comment les choses se passent là-bas. Dans mon cas, bien sûr, c'est, c'est, je ne suis pas exceptionnel. Donc, je suis arrivé ici en croyant que je vais avoir ce que j'avais. Non, c'était le contraire. Et j'ai essayé d'aller dans diminuer comme, disons, la barre était vraiment en haut. J'ai essayé de diminuer la barre, mais je me suis rendu compte que non, il faut diminuer plus bas parce que c'est pas comme ça les choses se passent. Et Mhm. C'est est-ce pas que la première des automatique. choses, c'est pas automatique. Mhm. Souvent en Afrique, on a tendance de mettre les diplômes en avance, Mhm. alors que ici, c'est le savoir-faire. Mhm. En Les Afrique, compétences.
On dit si tu es bac plus 7, Mhm, là, de fils, tu vois. Non, c'est pas comme ça ici. mhm, Vous pouvez travailler avec quelqu'un qui n'a même pas le bac plus 2. mhm, Même chose. Donc, il faut savoir les réalités où vous êtes en train de partir. C'est très important. mhm. Alors, Ouais. donc, quand vous arrivez au Canada, vous êtes obligé de revoir vos prétentions à la baisse, de revoir vos qualifications, genre présenter des qualifications moins que là où vous êtes rendu parce que vous avez besoin d'acquérir une certaine compétence par rapport au marché du travail ici. Alors, comment est-ce que votre intégration professionnelle au Canada donc se passe? Est-ce que ça a été facile? Oui, mais comme on dit souvent, la vie a été faite ainsi. Il ne suffit pas de baisser les bras. Donc, il y a aussi le soft skills, c'est-à-dire du côté humain, il faut être flexible, accepter ce que vous voyez et puis maintenant exploiter, exploiter ça en votre faveur. Parce que si vous baissez les bras, bien sûr, vous allez être délaissé. Mais moi, quand je suis arrivé, effectivement, d'abord, même si j'étais passé dans des institutions où on fait les équivalences, je suis venu comme immigrant professionnel. Je croyais que c'était un deux, non. Et jusqu'à aujourd'hui, on m'a jamais demandé mes qualifications universitaires. Partout où j'ai travaillé, pourtant j'ai travaillé pour plusieurs compagnies. Et par contre, ils m'ont demandé ce que je savais faire. Donc, c'est pour vous dire que il faut être humble. Quand vous êtes humble, vous pouvez apprendre les réalités du terrain et puis vous allez rencontrer des gens qui vont vous montrer le chemin à faire. Donc, c'est comme ça dans mon cas. Et les gens sont venus de gauche à droite, ils m'ont dit presque comme la main et dit, bon, si tu veux réussir, voilà comment il faut marcher. Et j'ai fait. Parce que si j'avais m'entêté, dit non, non, moi je connais. Non. Aujourd'hui, je serais déjà délaissé. Donc, c'est grâce au fait que vous essayez de vous diminuer, mais vous exploitez l'occasion et puis après, ça va payer. C'est ce que je peux Super. dire. Mhm. Alors, donc, allons maintenant plus en profondeur pour savoir, au niveau professionnel, quelles sont les compétences de Monsieur Ngabonziza? Dans quel domaine est-ce que vous exercez? Moi, je suis en cybersécurité. Plus précisément, c'était la sécurité des données en ligne. C'est là où je suis, au fait. C'est ce que je fais comme métier. Alors, c'est très intéressant parce que on parle beaucoup de passer en ligne. On parle beaucoup d'être en ligne, de se connecter aux technologies parce que justement, la pandémie nous a forcés à faire ce virage-là et à aller, on va dire, à 80% en ligne. Mais cybersécurité pour le citoyen lambda, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que en ligne, on n'est pas en sécurité? En fait, il faut démystifier. Souvent, les gens, quand ils entendent cybersécurité, ils croient que c'est comme peut-être ils ont la tendance de croire que c'est un gros mot. Il faut démystifier. La cybersécurité, par défaut, on fait ça pendant, dans nos vies courantes. Parce que la cybersécurité a trois piliers que nous faisons sans le savoir. C'est la confidentialité, l'intégrité et puis la disponibilité. La confidentialité, en tant qu'une personne X, Y, Z, vous n'allez pas donner tous vos secrets à n'importe qui. Vous choisissez. Et quand vous choisissez, vous faites de façon que quelqu'un qui n'a pas l'autorisation d'avoir accès à votre secret doit être dehors de son secret. Maintenant, si vous voulez confier un message
à un de vos proches, vous vous rendez compte, vous allez vous assurer que le message que vous avez transmis est bel et bien arrivé à destination. Ça, c'est l'intégrité. Maintenant, la disponibilité, c'est-à-dire à tout moment que vous avez envoyé, confié par exemple ce message à quelqu'un, à tout moment, vous pouvez aller avoir accès à ce message. Voilà la cybersécurité. Mais sauf que ce n'est pas dans la vie courante, c'est appliqué maintenant sur Internet. Vous voyez, donc, il n'y a pas de choses qui sont extraordinaires. C'est pour ça que je dis qu'il faut démystifier. C'est ce que nous faisons tous les jours. Mhm, merci beaucoup. Donc, je retiens cybersécurité. Pour pouvoir plus simple, il faut penser confidentialité, intégrité et disponibilité. Ce sont des qualificatifs, des adjectifs, des adverbes qu'on utilise régulièrement dans la vie courante, mais seulement ici, on parle du domaine de l'Internet, du web. OK, super. Oui, Alors, je pense que peut-être on aura l'occasion à l'occasion d'une autre rencontre, d'une autre interview, de parler d'un autre webinaire, je vais dire, de parler, d'aller plus en profondeur sur la cybersécurité et tous ces sans différents problème. aspects. Super. Oui, oui. Là, je souhaiterais maintenant qu'on aborde le mois de février. Le mois Mhm. de février, ici au Canada, c'est le mois qui est dédié à l'histoire des Noirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre lecture de ce mois de février qui est dédié au noir? C'est une très, très bonne chose. C'est le commencement, le début du commencement, en fait. Parce que partout dans le monde entier, euh, les Noirs étaient oubliés, mais je ne blâme pas les autres d'abord. Je blâme nous-mêmes d'abord. Parce que d'abord, il faut que nous-mêmes, on soit conscients que c'est pas si on veut quelque chose, si nous voulons quelque chose, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous faire pour nous. Il faut que nous aussi, on fait des actions et puis les autres viendront comme des ajouts. Mais ça, c'est un début de commencement. Maintenant, ce que je souhaiterais pour ajouter, c'est l'éducation. L'éducation de nos enfants, surtout nous qui sommes dans la diaspora, savoir d'où nous sommes venus, et l'évolution. Bien sûr, cette éducation, c'est pas une éducation pour de haine ou bien, non, c'est une éducation, comment dirais-je, progressive, une éducation qui va aider être fiers de ce que nous sommes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte de ce qu'ils sont. Les gens n'ont pas choisi de naître qui ils sont. Donc, c'est cette éducation-là. Les enfants, dès qu'ils sont quelque part, qu'ils soient fiers qu'ils sont noirs, d'origine peut-être africaine ou bien caraïbe, en tout cas, qu'ils soient fiers. S'ils ont eu cette éducation-là, ça va les aider vraiment à être fiers. Et je pense que ce sera mieux. Merci. Merci. Ça me fait penser à l'une des thématiques de Connecter au succès qui est l'estime de soi. Parce que si justement on n'a pas ce fondement-là, cette connaissance, cette conscience de notre valeur, de notre potentiel, de notre pouvoir, on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas le démontrer. Et donc, ça rejoint ma prochaine question qui était, qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous voyez le dynamisme ou la vitalité de la communauté africaine, on va d'ascendance africaine? Parce que qu'on soit en Afrique, qu'on soit afro-américain, qu'on soit des Caraïbes, on a ce dénominateur commun-là, qu'on était à la base en Afrique et on a été déporté ou on est toujours sur le territoire de l'Afrique. Mais comment est-ce que vous voyez, par exemple, pour les Africains qui sont au Canada, comment est-ce que vous voyez la vitalité de ces communautés-là? Je trouve que je suis optimiste parce que je vois quand même des signaux positifs.
pour ces organisations. Mais il faut quand même augmenter. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez mentionné, si on ne sait pas d'où on vient, c'est pas évident qu'on saura où on est en train de partir. Donc, je pense qu'il est temps on recule pour mieux sauter, c'est-à-dire en reculant pour se ressourcer d'où nous venons, parce que avec ces bagages pourront nous aider à aller très, très loin. Et souvent, très souvent, si on veut aller très loin, on part nombreux. C'est-à-dire, quand on dit, si vous voulez partir très vite, vous pouvez partir seul. Mais la longueur ou bien le trajet que vous allez faire ne sera pas long si vous étiez nombreux. Quand vous êtes nombreux, il y a certains qui se reposent, d'autres prennent le relais et vous arriverez très loin. Qui veut dire l'union fait la force. Donc, moi, je suis optimiste. Je suis optimiste quand je vois dans la diaspora même les jeunes qui commencent à s'unir en Afrique, sur le continent, parce que j'ai la chance d'aller souvent en Afrique. C'est vraiment positif. Super, ça rejoint la question que je voulais poser parce que cette question-là que je venais de vous poser, c'était par rapport aux communautés qui sont à l'extérieur, donc qui sont dans la diaspora, mais au niveau de l'estime de soi et du leadership sur le continent même, là, vous venez de dire que vous voyez de l'action, vous voyez comme un réveil, vous voyez comme des gens qui sont en train de prendre leur place et puis de s'exprimer pour véritablement participer au rayonnement de l'Afrique. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est à cela que nous travaillons également au niveau de Connecter au succès pour que les Noirs, on va dire, qui ont en partage le français, puissent être vraiment représentés au Canada, mais qu'ils puissent donner de leur voix partout où ils sont et qu'ils puissent compter, qu'ils puissent faire une véritable différence dans leur communauté respective et pourquoi pas au niveau international pour montrer parce que on a cette croyance négative que ce qui est associé au noir, ce n'est pas bon. Mais nous, au niveau de Connecter au succès, on veut montrer que les Noirs, les Africains sont capables de bonnes choses, sont capables de grandes choses, sont capables d'avoir de l'impact, sont capables justement de rayonner parce que à partir du moment où ils ont pris conscience de qui ils sont, à partir du moment où ils ont pris conscience du pouvoir qu'ils ont, à partir du moment où ils ont pris conscience de la force qu'ils représentent, plus rien ne va les arrêter parce qu'on peut mettre sur le compte de la colonisation, de l'esclavage, mais c'est, selon moi, il faut d'abord aller à la racine pour comprendre le mal et puis décider de se détacher de ce mal-là pour pouvoir fleurir. Parce que tant qu'on est accroché au mal-là, ça nous tire vers le bas. Alors que si on décide que voilà là où je veux partir, donc j'abandonne ce qui me tire vers le bas et je vais vers le haut, comme vous l'avez dit, avec d'autres personnes qui partagent la même vision, qui partagent la même aspiration, si on se met ensemble, c'est sûr qu'on va faire un effet d'impact très important. Et c'est dans ce cadre-là que Connecter au succès a vu le jour pour encourager le maximum de personnes africaines, d'ascendance africaine qui ont le français en partage parce que, on va dire en Amérique du Nord, on parle beaucoup plus anglais que français, donc on est une minorité. Donc, il faut les défis sont encore plus énormes. OK? Donc, là, pour terminer, j'aimerais vous demander si vous aviez un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui, quel serait ce conseil aux jeunes Africains? Oui, comme je l'ai dit tantôt, en fait, si vous ne savez pas d'où vous venez, Mhm, ça ne sera pas évident que vous allez connaître où vous êtes en train de partir. mhm, Et aussi, on dit souvent, aidez-vous et le ciel vous aidera. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, arrêtons
de se faire passer comme victime, Mhm, ça, ça nous détruit beaucoup. Donc, mettons-nous au travail. Les bonnes choses sont devant et on peut quand même réussir. mhm, Il y a toujours espoir. mhm, Donc, ne baissez pas les bras, ensemble, travaillons ensemble, que ce soit les grands, que ce soit les petits, que ce soit les vieillards, les vieillis. En tout cas, tout le monde, trois générations, quatre générations, ça dépend, mhm, mais travailler ensemble, main en main, c'est comme ça que, à travers les générations, c'est comme ça que l'information passe. Et la continuité nous aidera à avancer. Donc, c'est ce que moi je peux dire, hein. mhm. Surtout, il y a l'espoir devant. Merci. Super, c'est une belle conclusion. Je voulais dire merci à Monsieur Eric Ngabonziza que nous recevions ce soir. Il est expert en cybersécurité et ce soir, avec lui, nous avons partagé sur son parcours, son immigration au Canada, mais également sur le mois de février qui est consacré à l'histoire des peuples noirs au Canada. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ngabonziza. C'est la première fois qu'on vous reçoit. C'est sûr que ce n'est pas la dernière fois parce Ouais. que la cybersécurité, c'est un univers vraiment très profond dans lequel Oui, on va aller explorer. ouais, merci beaucoup, hein. Merci Uh-huh. en tout cas pour l'invitation. Bien sûr, quel que soit le moment que vous allez m'inviter, et il suffira seulement de voir pour qu'on puisse regarder nos agendas. Et puis, oui, bien sûr, je serai vraiment très content de revenir. Merci. Super. Merci, bye bye.